Vendredi santé dans Lady vous écoute, 52 minutes de discussion sur la crise sanitaire en Afrique. C'est de cela que nous allons parler avec des points particuliers. La crise sanitaire en Afrique, c'est vrai, mais en Centrafrique, puisque on sait qu'il y a cette actualité-là, une situation de crise. Il y a eu en d'autres temps, en d'autres lieux, c'était en Côte d'Ivoire. C'est aussi un moyen de pouvoir s'appuyer sur ce qui a pu être fait. Nous allons, avec nos invités du jour, revenir sur ces questions-là. Quand rien ne va plus, on ne sait pas très bien comment procéder du point de vue de la santé, justement. Merci de les recevoir avec moi. Docteur Miniatieni Marthe Koulibaly, bonjour. Bonjour, chère dame. Merci à vous d'être sur notre plateau. Vous êtes pharmacienne de profession, vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire. Merci vraiment d'avoir accepté de venir nous parler. Avec nous, professeur Raymond Max Siopatis. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Merci pour votre présence sur le plateau. Vous êtes pédiatre, donc vous avez fait une entorse à votre emploi du temps, vous aussi, pour venir sur le plateau. Vous êtes originaire de la République centrafricaine. Merci pour votre présence sur le plateau. Je voudrais d'ores et déjà que nous rentrions dans le vif du sujet. Ce qui a justifié que nous proposions ce sujet-là, c'est qu'il y a cette actualité en République centrafricaine. Je le disais au début de cette émission, on ne sait pas toujours comment procéder quand rien ne va plus, quand tout va mal. Nous avons eu l'occasion de recevoir plusieurs associations qui toutes étaient sur le front de la santé, à collecter les médicaments, à les envoyer. Mais la question est comment arriver sur place, les choses s'articulent-elles, par quoi faut-il commencer? Il y a des pays qui nous regardent, qui ne sont pas encore concernés, tant mieux, mais parfois ça peut arriver, autant savoir comment faire. Je voudrais vous laisser le soin de nous rappeler la situation aujourd'hui. Oui, je vous remercie, madame. Je pense que la situation de Centrafrique est particulière. Déjà, par temps normal, la Centrafrique n'était pas très bien dotée de ce côté-là. Le problème sanitaire était déjà très important. Le PNUD, qui a fait des études à Bangui, a trouvé que l'indice de développement humain de Bangui, c'était 180 sur 187 pays. Donc Bangui, c'est l'avant-dernier, ça se situe dans l'avant-dernier déjà. Et 67% des gens vivaient en dessous, sous le seuil de la pauvreté. Oui. Alors donc ça vous situe déjà la situation catastrophique par temps normal. Au moment où ce dernier gouvernement qui a été renversé, remplacé par celui dont on va parler tout à l'heure. Alors déjà, c'était un pays qui était déjà dans la souffrance physique et sanitaire. Alors, ce qui se passe maintenant, je dois vous dire que chaque pays a connu son tsunami. Un autre a connu les tremblements de terre. Et voilà Bangui qui connaît cette catastrophe inattendue qui nous laisse penser à ce que la Bible décrit par, je ne sais pas, la fin du monde qui va s'approcher à Bangui. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas là. On n'a jamais vu des tueries pareilles. On n'a jamais vu ce qui se passe, ce que vous suivez chaque jour. Ben maintenant que les solutions commencent à venir, je pense que nous allons nous en sortir. Et c'est ce que chacun de nous, et moi personnellement, je souhaite de tout cœur.
Quand vous voudrez qu'on rentre dans le problème de santé, je vous en parle. Nous y sommes d'ailleurs, nos téléspectateurs sur place en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde d'ailleurs, et même pour la diaspora qui est à l'extérieur du continent. Tout le monde a de la famille sur place, tout le monde s'inquiète sur comment se passent les choses, quand bien même on envoie un peu d'argent, quand bien même on envoie des médicaments, on n'est pas toujours certain ni de l'usage, ni de l'issue, et il y a toujours des questions qui restent entières. Je voudrais entendre votre point de vue, madame, sur ce registre-là. Je voudrais rappeler, donc, vous êtes de la Côte d'Ivoire. Vous avez, d'une manière ou d'une autre, été vous aussi concerné par une situation sanitaire de crise du fait de l'actualité qu'il y a eu à ce moment là-bas. Comment les choses s'articulent-elles dans un contexte comme celui-là? Mais je vous remercie, chère dame. En effet, je suis pharmacien d'officine. Oui. Et comme il le disait tout à l'heure, le professeur, dans un pays de crise, effectivement, c'est très difficile. Mais nous, en Côte d'Ivoire, la différence, c'est que on est bien doté au niveau sanitaire, au niveau pharmacie. On ne manquait pas de médicaments. Avant la crise, on n'avait aucun souci. On a toujours été bien approvisionnés par les grossistes. On en a même 3 grands qui sont donc sur la place. Et c'est au moment de la crise qu'on a connu vraiment des difficultés parce que, on a été interdit des médicaments, donc... pas d'approvisionnement. Voilà, pas d'approvisionnement, donc ça a été une vraie souffrance. Il y a eu beaucoup de morts, oui. Surtout les gens qui avaient des dialyses à faire et tout. Et comme dans toute société où il y a la guerre, c'est difficile déjà de se soigner, donc les gens se soignaient toujours avec tout ce qu'ils avaient sous la main. Ils ne regardaient plus ce qui peut soigner ou pas, mais c'était une question de survie. Et quand on a une situation de survie, on n'était pas toujours. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? C'est que la société connaît une amélioration de ce point de vue. Et très vite, le relais a été donc remis en marche. Donc, on n'a pas de problème de médicaments, sauf que la pauvreté ayant été accrue dans cette situation, donc les gens n'arrivent pas à se soigner. Et donc, il y a beaucoup de morts pendant que la crise s'est passée. Et après la crise, les effets continuent. Ce sont les effets... collatéraux, donc les gens, ils n'ont pas les moyens pour se soigner. C'est une réalité. Et les effets ont beau n'être que collatéraux. Quand une vie est en danger, ma foi, on ne peut pas le prendre sous cet aspect-là. Une vie est une vie et la vie coûte. Nous allons partir à Bordeaux prendre notre première téléspectatrice. Bonjour, madame. Bonjour, Lydie. Bonjour à tous les frères et sœurs qui sont là-bas. Je vous appelle de Bordeaux. Je m'appelle madame Nando. Et je vous appelle pour rien, c'est pas pour rien, parce que j'étais à Bangui. J'étais le mois de janvier, j'ai fait le mois de juin. Je suis revenue il n'y a pas longtemps. C'est très dur, Lydie, c'est très dur. J'étais à Bangui et j'ai reçu tout Bangui soir. Parce que tu arrives, celui-là qui a faim, celui-là qui a des problèmes, celui-là qui ne va pas, ils viennent tous te voir. C'est malheureux, c'est malheureux. Et surtout le problème d'hygiène. J'étais au camp à Obrou. Tout ce qui passe sur la route, c'est pas leur maison, c'est pas leur WC. Vous savez, le WC du pays, on le fait, on fait un trou, tout le monde vient sur ce WC. Je suis allée dans le WC, en sortant, j'étais évanouie. C'est très dur, c'est très dur. Ce que je demande à tous les Centrafricains qui sont en Europe, vraiment des Centrafrique, nos fils que 10 euros par personne, on envoie à ce président qui vient cette présidente qui vient d'être élue. Vraiment, c'est très dur. Merci, Lydie. Merci, madame, pour ce témoignage. En effet, la situation des populations féminines, notamment, est encore plus critique, et celle des enfants, bien évidemment, car quand tout va, c'est déjà pas ce qu'il faut pour elles, mais alors quand c'est difficile, pour les femmes, c'est encore plus difficile, parce qu'elles ont il faut qu'elles se soignent elles-mêmes, si elles en ont les moyens, il faut manger si on en a les moyens, mais il y a aussi les enfants dont on a la charge, les personnes âgées. Des réactions au rapport à ce que dit madame? Oui, c'est sûr que la souffrance, on la vit en direct et c'est vrai que la société africaine, précisément du pays où je viens, la femme est beaucoup active. Hein. Donc, c'est au travers de ces activités que souvent, on nourrit son enfant, qu'on donne le coup de main à la famille et tout ça. Et c'est vrai que quand on est dans des situations de guerre ou d'après-guerre, et que le pays recule plutôt,
il est difficile que ces femmes-là trouvent des moyens nécessaires pour pouvoir investir à nouveau et continuer de vivre. Donc, et c'est vrai que souvent, même dans un couple d'Africains, hein, en Côte d'Ivoire, où je connais particulièrement, on s'occupe plus dans un couple de la famille de madame. Donc, du coup, quand il n'y a pas de moyens chez madame, c'est difficile de couvrir tous ces besoins. Madame, au téléphone à Bordeaux, a lancé un appel et je voudrais en profiter, moi, pour d'ores et déjà vous demander de relever l'adresse Internet du site www.bangiwood.com parce que très probablement, si vous avez à cœur les 10 € qu'invoquait Madame, et bien plus encore, hein, cela ne gâche rien, vous pouvez vous rediriger vers ce site-là et vous trouverez les moyens d'aider la communauté centrafricaine ici et là-bas. Professeur, des commentaires sur ce que disait Madame au téléphone? Oui, Madame décrit qu'un aspect, et surtout en ce moment précis, on ne peut pas parler de la santé, c'est presque la médecine de guerre, la médecine de catastrophe. Si vous voulez, il y a une situation qui précédait l'actuelle. C'est que déjà, le centrafricain se nourrissait très mal. Très peu arrivaient à faire un repas par jour. Et ceux-là, ils sont privilégiés. Et il y en a qui ne font de repas, si on veut parler de repas, peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Donc, la population, dans sa majorité, était déjà dénutrie, malnutrie. Alors, ne parlons pas des enfants. Alors, nous arrivons à cette situation que Madame a décrite. Quand elle est arrivée, tout le monde venait la voir. C'était pour venir chercher si il pouvait avoir de quoi aller manger, ou faire un petit repas, ou bien se soigner, parce que ceux qui sont malades n'avaient pas les moyens de se soigner non plus. Il fallait acheter des médicaments, bien que les prix ont été réduits dans certaines distributions dans les hôpitaux. Alors, maintenant que nous sommes rentrés dans la médecine de catastrophe, alors vous comprendrez qu'il manque à manger, il manque une vie correcte, tout le monde vit de façon telle que la santé même d'un homme robuste, en bonne santé, ne pouvait pas résister. Alors combien de fois les enfants personnes âgées et puis, ne parlons pas de ceux qui ont de graves blessures. Ouais. Ceux qui sont morts, leur compte est fait. Mais ceux qui sont blessés, comment les soigner? Nous allons prendre Madame au téléphone avant. Pardon pour l'attente. Bonjour. Oui, bonjour Lydie, bonjour à vos invités. Il y avait eu un gala de basket qui avait été organisé en faveur des personnes de la Centrafrique, donc pour leur venir en aide. Et je crois que les Centrafricains y ont participé. On pouvait même, sans être Centrafricains, venir apporter ce qu'on peut apporter pour leur venir en aide, quoi. Bon, le souci qui se pose, c'est que ici, au niveau de la diaspora, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des soirées organisées, il y a différents événements. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas l'assurance que les choses qu'on nous demande arrivent à destination de ceux qui doivent en bénéficier. Je vous donne un exemple. On avait organisé quelque chose pour les réfugiés ivoiriennes au Togo. On nous a dit de cotiser, d'emmener des vêtements, enfin tout ce qu'on pouvait ramener parce qu'elles étaient dans le dénuement le plus total. C'est ce qu'on a fait. Ensuite, les gens se sont rendus compte, par témoignage, que les réfugiés n'avaient jamais rien reçu, que tous les colis qu'on avait qui étaient censés arriver sur place n'avaient pas été faits. Donc aujourd'hui, au niveau de la diaspora, personne n'a plus confiance, on ne sait plus à quel sens se vouer, on ne sait plus à qui aider et surtout à qui faire confiance, parce que je pense que franchement, il y a trop d'abus. Il y a trop d'abus. Moi, j'ai fait confiance, comme pas mal de compatriotes, et franchement, on a été abusés. Donc, c'est cette question que je voulais soulever. Merci, Lydie. Merci à vous. Alors, crise sanitaire, mais crise de confiance aussi. La question des médicaments, par exemple. Les médicaments, c'est ce que chacun, des fois, a dans ses fonds de tiroir, que l'on veut envoyer. On ne sait pas si ça peut servir encore et de quelle manière. Mais encore faut-il que les choses
arrivent à destination et peut-être que vous avez eu l'expérience de cela. C'est cela. Ben, effectivement, je suis touchée par le témoignage de la dame qui vient de parler. Effectivement, il y a eu beaucoup de levées de fonds, beaucoup de médicaments qui sont rassemblés, beaucoup de vêtements pour la Côte d'Ivoire. Mais comme en toute situation de guerre, la guerre profite vraiment à des gens. C'est peut-être un minimum de personnes, mais cela est vrai. Parce que même dans le milieu des Ivoiriens où je suis, il y a eu beaucoup d'abus à tel point qu'aujourd'hui, quand quelqu'un veut faire des choses vraies, qui pourraient vraiment être concrètes, ben, personne ne croit à cela. Alors effectivement, le domaine du médicament, c'est difficile parce que même moi-même qui suis pharmacien d'officine et qui peut exporter des médicaments, on ne transporte pas comme ça les médicaments dans un pays, d'un pays à l'autre. En tout cas, à Côte d'Ivoire, où la législation est assez sévère. Donc, il faut passer par un laboratoire à qui vous commandez les produits, qui les expédie directement. Et c'est sous contrôle là-bas, une fois que c'est au pays. Donc, on ne peut pas les transporter comme on transporterait des aliments ou des vêtements. Donc, et les médicaments que chacun vient donner, parce qu'on rapporte ce qu'on a, 2 kilos de riz, 3 kilos de pâtes, un paquet de médicaments, comme on en voit en photo. Nous allons prendre M. Collet de la Défense. Bonjour, M. Collet. Oui, moi je voulais dire, je sais que vous avez une bonne personne en face de vous. Le professeur que vous avez en face de vous, je suis de même avis. Je vois les choses de la même manière avec lui. Et c'est ce qui m'a poussé à monter une association qu'on appelle 7 milliards d'habitants, lutte contre la pauvreté, surtout la pauvreté intellectuelle. Nos aînés qui ont précédé, qui ont gouverné l'Afrique, n'ont pas préparé l'avenir du continent africain. Aujourd'hui, les gens géraient 1000 personnes à l'époque. Aujourd'hui, il est temps de gérer millions de personnes. Alors, on n'a pas d'industrie pour protéger l'avenir de cette jeunesse-là qui est livrée à elle-même. J'ai regardé un reportage autrefois sur votre chaîne-là, où on traite les enfants de 10 ans, 15 ans de sorciers. Ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont abandonnés par leurs familles. Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour lutter contre cette pauvreté intellectuelle où les gens n'analysent plus les situations, où les églises aussi sont en train de mentir sur le continent africain? Il y a un mal. Merci. Donc ce mal-là, voilà madame qui est assise, elle est ivoirienne. On est 25 millions aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a 5 millions de jeunes diplômés qui sont vendeurs de gaba, qui sont aujourd'hui chauffeurs de taxi. Les diplômés. Et cela, c'est de quoi? C'est les révoltés qu'on prépare encore en Côte d'Ivoire. Merci pour votre intervention, M. Collet. Alors, quels sont les besoins aujourd'hui en Centrafrique au regard de ce qui a été déjà décrit? Tout d'abord, la dame qui a précédé monsieur, si c'est une centrafricaine, mais je crois qu'elle a parfaitement raison. Madame est ivoirienne. Bon, elle a parfaitement raison. Ce qui est valable en Côte d'Ivoire... Elle est vraie pour la République centrafricaine. Voilà. Tout ce qu'on peut faire comme collecte et envoyer, c'est vraiment... On ne sait pas si ça doit arriver. Et si ça arrive, où ça va, elle a parfaitement raison. Ça a découragé un peu ceux qui ont la bonne volonté de collecter. Ça, c'est tout à fait vrai. Bon, concernant la jeunesse, comme monsieur vient de soulever, mais depuis, en ce qui concerne la Centrafrique, je me demande si la jeunesse est encore formée. Parce que depuis, les écoles ne marchent pas très bien. Moi-même, je fus doyen de la faculté de médecine pendant 15 ans. J'en ai formé de ces médecins pendant le démarrage où on avait tous l'envie, la hargne de bien faire, de transmettre à ceux-là comme nous-mêmes on savait. Et on a formé des bons médecins. Et depuis que les crises, les troubles sont tombés, je ne dis pas que ces médecins qui sont formés maintenant ne sont pas à la hauteur de ceux que nous avions formés. Mais de toute façon... Les conditions peut-être. Les conditions font que on peut émettre un peu de réserve. Alors, dans ce cas, pour généraliser sur toute la jeunesse, les écoles, les grèves sur grève, les années blanches, etc., je me demande si ces étudiants sont réellement bien formés et qu'est-ce qu'ils doivent, à quoi ils doivent prétendre avec le niveau qu'ils ont.
Alors, aujourd'hui, il y a des besoins concrets. Quand la situation est compliquée, comme on vient de l'entendre, par où faut-il commencer? Vous êtes pédiatre, je le rappelle, les enfants ont des besoins, il y a des nécessités immédiates que peuvent néanmoins faire les populations dans une situation comme celle-là. Je crois que s'il faut parler maintenant de ce qui se passe en Centrafrique, il y a quelque chose qui doit se faire maintenant, c'est la sécurisation de Centrafrique. C'est ramener la paix en Centrafrique, parce que sans ça, on ne pourra rien faire. On ne peut pas aller à l'hôpital, parce qu'on ne sait pas ce que vous allez rencontrer dans la rue. Vous ne pouvez pas aller en province, voir les enfants qui souffrent là-bas, encore plus, parce que tout est bloqué. Alors, la première des choses à faire actuellement, c'est la sécurisation de Centrafrique, c'est la paix en Centrafrique. Une fois ceci établi, on réorganise l'administration, le système de santé, on va repartir. Parce que la santé en Centrafrique était très bien jusqu'à un moment donné. Et depuis 2 décennies, les choses progressivement se sont dégradées. Alors, ce que nous décrit le professeur, là, on dit que le temps des usagers n'est pas celui des institutions, le temps que la sécurisation soit faite, le temps que les routes soient sécurisées, le temps que. Voilà des vies humaines de bébés, de mamans, d'enfants, de personnes âgées qui s'étiolent. Alors moi, je pense que ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'il y a des institutions qui sont là pour accompagner en cas de crise. Mais on se rend bien compte que dans l'évidence, dans la pratique, ce n'est pas toujours ça. Il y a même des réfugiés qui sont abandonnés à eux-mêmes, qui n'ont aucun médicament, qui ne sont pas soignés. Donc, alors que je pense que le monde est organisé de sorte qu'il y ait des secours qui se fassent dans ces conditions. Donc, c'est déjà le changement de mentalité même de toutes ces organisations qui sont faites pour aider l'enfant qui est en détresse. Oui. Et c'est là, je crois, c'est qu'il faut revoir. Maintenant, le monsieur qui a parlé avant, qui disait que des gens sont diplômés et qu'aujourd'hui, ça ne va pas, effectivement, je crois que l'école est touchée, est réellement touchée. Même en Côte d'Ivoire, où la guerre a eu l'air de s'arrêter, là, il se trouve que, en tout cas, l'année scolaire a été vraiment catastrophique parce qu'il y a souvent des grèves et puis souvent, il y a des tensions inutiles, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de voir que l'instruction est le nœud même du progrès, ah non, on laisse tomber souvent les problèmes qui sont là, on les déplace, on ne les règle pas et toute l'année est presque blanche. Mais bon, je pense que ça aussi c'est un problème pour l'avenir de ces enfants. Ce sont vraiment des générations qui sont sacrifiées, quoi. Alors, la crise sanitaire n'est pas un phénomène qui est isolé, c'est vraiment en lien avec la crise politique et la réalité qu'il y a autour. Je voudrais donner à voir à nos téléspectateurs, revenir sur les images de notre rédaction dans le JT, le journal télévisé d'hier soir, sur justement l'actualité en Centrafrique. Madame qui appelait de Bordeaux faisait allusion à la présidente fraîchement nommée qui a besoin d'être aidée et chacun peut faire quelque chose. On revient sur ces images-là et j'en remercie encore une fois notre rédaction, notamment Monsieur Ahmed Paraison. On regarde. C'est l'image du jour. Catherine Samba-Ponza devient la première femme à accéder au poste de présidente de la République en Centrafrique. Sa prestation de serment ce jeudi ouvre l'ère d'une deuxième transition depuis la démission forcée de Michel Djotodia. Une nouvelle transition centrafricaine dont la feuille de route se complique chaque jour davantage. La veille de sa prestation de serment à Bangui, des violences ont opposé des combattants musulmans ex-Séléka à des civils et à des miliciens chrétiens anti-Balaka. Des affrontements à proximité de la résidence de la nouvelle présidente. C'est dans ce contexte d'insécurité généralisée que Catherine Samba-Ponza prend fonction. Sa mission première, rétablir la sécurité. Depuis son élection, la présidente de transition multiplie les gestes d'apaisement, comme celui de recevoir les leaders des groupes armés. Je veux recevoir ces groupes armés et les écouter. Il y a des attentes. S'ils ont pris les armes, c'est qu'il y a une raison. Donc il faut les écouter, connaître leurs attentes, analyser si c'est réaliste ou pas. Ce qui est faisable sera faisable. Ce qui ne sera pas faisable, eh bien, j'expliquerai que ce n'est pas faisable. Mardi, les leaders de l'ex-rébellion ont été reçus par Catherine Samba-Ponza. Ils se disent d'accord pour déposer les armes, mais posent leurs conditions. Ils réclament par exemple certains ministères de souveraineté, comme la défense. Même exigence de la part des leaders des anti-Balaka,
eux aussi reçus par la présidente centrafricaine. Au-delà des portefeuilles de la défense et de l'agriculture, ils réclament une meilleure représentation au sein du Parlement provisoire, mais aussi la tenue d'une conférence nationale sur le pardon. Le pardon, il en faudra entre deux communautés aujourd'hui profondément divisées. À cela s'ajoute un autre drame. De nombreux enfants de Bangui souffrent de malnutrition et de pénurie de médicaments. Les enfants dans des états de précarité, des enfants dans des situations vraiment tristes, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de médicaments. Selon des sources politiques et diplomatiques, la présidente devrait nommer rapidement son Premier ministre, probablement d'ici vendredi soir. Le futur gouvernement devrait être prêt à relever le défi de restaurer la paix après des mois de haine intercommunautaire. Voilà donc l'actualité. Merci encore à notre rédaction. Vous avez entendu là Prisca Murguet que nous avions reçue sur ce plateau pour l'association Urgence 236 qui déjà s'occupait de collecter des médicaments et de les emmener sur place. Elle est là-bas désormais, en tout cas pour l'instant. Vous avez entendu les besoins. Les enfants ont des besoins et on a vu des images. Il faut pouvoir faire quelque chose. Mais avant cela, j'aimerais bien entendre votre commentaire sur l'élection de la présidente. Bon, mais c'est absolument nouveau, enfin bien, puisqu'on avait déjà une qui était élue déjà au Libéria. Oui. Et je pense que la femme africaine peut apporter beaucoup en Afrique. Parce que lorsque nous analysons toutes ces guerres, quand nous voyons les acteurs, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de femmes armées parmi ces gens qui tuent. Les femmes sont des mères, donc elles protègent la vie. Et je pense qu'elles sont beaucoup plus à l'écoute. Et pour moi, elles portent le fardeau de la société parce que les conséquences qu'elles subissent, elles perdent leur mari, leurs enfants. Et je pense qu'une femme qui s'engage réellement sera peu corrompue dans ce qu'elle fait. Et je pense qu'ils n'ont pas fait le mauvais choix de faire confiance à une femme parce que pour moi, il faut des femmes fortes pour une Afrique nouvelle. Voilà qui est dit. Nous partons à Nantes au téléphone. Bonjour. Bonjour Madame Ladi. Bonjour. Donc moi je vais intervenir, mais avant de parler de la crise sanitaire, oui. Moi je vais juste appeler en fait aux médias africains et surtout aux reporters de ne pas tomber dans le jeu de la manipulation, dans les reportages de parler des chrétiens contre les musulmans. Parlons au moins de les cas ou des machins, mais ne tombez pas surtout dans le piège de la manipulation de parler, parce que le fait de parler les chrétiens contre les musulmans, ça empire encore la situation. Moi, j'ai l'impression. Alors, c'est juste pour, entre guillemets, pour parler de ça. Et puis, pour le problème des crises sanitaires, qu'est-ce que je vais dire? Je pense qu'aujourd'hui, la solidarité africaine n'existe plus. Pourquoi j'ai dit ça? Je vis en France, on voit, quand il y a un problème, par exemple, au Fukushima, on a vu l'Occident ou le monde entier s'est mobilisé pour aider la population. Mais nous, les Africains, en fait, il y a un souci en Afrique, en Centrafrique, tout le monde connaît. Quels sont les gouvernements africains? Quels sont les gouvernements africains? C'est partout pareil. Je ne comprends pas. Chez nous, je vais donner juste un exemple. Pendant la catastrophe des cas de Fukushima, la RDC a débloqué 1 million de dollars pour aider les gens sinistrés. Mais pourquoi ils ne font pas, ils ne devaient pas faire ça pour les Centrafricains, par exemple? Donc, la solidarité, c'est pour les autres peuples et pour les autres communautés. Et entre nous, il n'y a pas la solidarité vraiment. Merci. Je déplore ça, je ne comprends pas. Merci, merci monsieur. Alors, des réactions, vous avez vu les images, vous avez certainement des choses à dire aussi, notamment sur les questions de santé, les besoins à l'échelle locale. Oui, madame, je pense que je vous parlais de santé, de période de médecine de catastrophe, ben, on en a vu. Alors, pédiatre, je vais un peu parler plus des enfants quand même. Parce que les enfants, leurs besoins, c'est un peu différent. Ils ont besoin de manger pour se construire. Ils ont besoin d'être dans un environnement sain pour mieux se développer. Ils ont besoin de médicaments quand ils sont malades. Et chacun sait que l'assainissement dans nos villes, dans nos quartiers, dans les périphéries,
ne sait pas ce qu'il faut pour une vie correcte, pour un homme, et déjà encore moins pour un enfant. Donc il y a tous ces problèmes. À tous ces problèmes viennent s'ajouter la guerre, la tuerie, les mères qui quittent leur domicile, qui vont dormir en pleine nature avec les enfants. Vous voyez, donc, le cas des enfants est plus aigu que jamais. En plus, ces tueries qui font que tout le monde est choqué, il y a des stress, il se terre dans les maisons, il ne peut plus sortir chercher à manger pour les enfants. Vous voyez, de ce côté-là, les enfants sont les plus vulnérables en ce moment et ils sont plus en danger que tout le monde. Alors, l'hôpital d'enfants, c'est l'hôpital que j'avais réussi à faire construire. Il est débordé. On ne peut même plus hospitaliser là-bas. Et d'ailleurs, ceux de périphérie ne peuvent pas aller jusque là-bas puisque la guerre, c'est dans la rue. Vous voyez un peu comment est le sort des enfants en ce moment-là. Alors, le manque de médicaments, c'est criard. Je ne sais plus, à l'heure où je parle, comment ils font pour trouver des médicaments pour certains cas qui sont des plus urgents. Car il y a des maladies qui ne sont même pas liées à la situation de crise. Il y a des maladies chroniques. Madame faisait état de dialyse, par exemple. Quand tout ce système-là, quand il y a des dysfonctionnements et que tout est interrompu... Des dialyses, bon, ajoutons la malnutrition qui était de longue date à soigner. Les maladies comme la tuberculose, ce n'est pas encore fini. Le paludisme, c'est au quotidien. Les diarrhées, c'est fréquent. Et ça, tous ces enfants, qu'ils meurent de la guerre ou qu'ils meurent de maladie, ils sont très vulnérables en ce moment. Alors, je voudrais dire un mot sur, par rapport à l'élection de la présidente. Ben, écoutez, que ce soit homme, que ce soit femme, c'est un homme à grand âge. Si elle peut mener cette situation très complexe, j'insiste, c'est très complexe, parce qu'à l'intérieur même, il y a beaucoup de choses qui vont lui compliquer la tâche. Et si elle a le courage, les moyens, le soutien pour affronter ce problème, ben bravo. Nous lui souhaitons que peut-être par le fait que c'est une dame, que ça amène l'accalmie dans les cœurs de ceux qui s'agressent, et peut-être que beaucoup comptent sur le fait qu'une femme peut amener du calme dans l'esprit des gens. Mais ce qui se passe, c'est que les hommes, on est en politique. Si tous ces gens, ces hommes politiques, ces partis qui, les anti-Balaka, comme les autres, ils luttent, ils se tuent, c'est bien pour un pouvoir. Si on arrive à les mettre d'accord, à se calmer, et ça pourra peut-être donner la chance à notre présidente de mener à bien cette mission très dure qu'elle a. Je lui souhaite toute bonne chance. Nous parlons de crise sanitaire et nous pouvons difficilement la dissocier de la crise politique aujourd'hui, en tout cas pour la Centrafrique. Cela a été le cas pour la Côte d'Ivoire. Entre les deux, il y a eu la situation du Mali. Voilà aussi des situations qui permettent en tout cas d'avoir un peu de recul et de savoir comment les choses ont été gérées. Le professeur faisait, madame, état des enfants qui sont en extrême difficulté. L'avantage des enfants restant qu'on peut les prendre sur le dos et partir avec eux. Alors que les personnes âgées, malheureusement, il arrivera que parce qu'elles ne peuvent plus se déplacer, parce qu'on ne peut pas les transporter, on risque parfois de les laisser ça et là parce qu'on est en train de partir en courant, parce qu'on a peur, parce qu'on va se terrer, parce qu'elles-mêmes, des fois, elles ne veulent pas partir. Elles disent « j'attends mon dernier jour. Là où je suis, on ne me bouge pas. » La famine et le manque de soins aidant, façon de parler, en plus, les choses vont se compliquer d'autant. Oui, c'est une réalité parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de mamans abandonnées. Aujourd'hui, ici, dans la diaspora, on a des gens qui n'ont toujours pas retrouvé les corps de leur mère. C'est simplement parce que ces personnes n'ont pas pu suivre le mouvement de la fuite.
puisqu'elles sont âgées, puisqu'elles sont handicapées et tout ça. Donc, aujourd'hui, on ne peut même pas faire un bilan en Côte d'Ivoire des disparitions, puisqu'on considère qu'elles sont mortes, puisque le temps est passé, mais aujourd'hui, on ne peut pas savoir qui est mort réellement et qui ne l'est pas, puisqu'il y a beaucoup de vieilles personnes qu'on n'a pas retrouvées. Voilà. Donc, je pense que ce qui est bon, c'est qu'il y ait un climat de paix dans les pays africains. Oui. Et tout à l'heure, quelqu'un est intervenu, j'ai vraiment aimé ce qu'il a dit. Il a dit, au lieu de nous faire croire qu'il y a des problèmes des sociétés qui concernent la religion entre des peuples, il faut qu'on aille plus loin. Pourquoi toujours ces guerres qui nous amènent toujours au chaos, enfin dans le chaos? Qui est derrière toutes ces guerres? Je pense que c'est prochainement des sujets qu'il faut que vous traitiez, parce que ce n'est pas des religions qui nous font tuer dans nos pays, c'est des mains armées par certaines personnes, par certaines entités, et je crois que c'est là le vrai problème. Alors, comme disait monsieur, que l'on meurt de maladie ou que l'on meurt de guerre, quand on doit mourir, on est malheureusement en train de mourir. Et c'est encore cela qu'il faut de toute façon éviter, quelles que soient les polarités. Nous allons reprendre madame rapidement à Bordeaux et je vous redonne la parole, professeur. Bonjour à nouveau, madame. Bonjour, Lydie. Oui, c'est moi encore. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est toujours moi, madame Nando. J'avais appelé, la première fois, c'était moi. Mais, allô? Oui, madame, nous vous écoutons. Oui, mais ce que je voudrais dire aux monsieur et madame, vraiment, actuellement pour Bangui, il ne faut plus laisser les hommes sur la tête. Parce que il y avait eu des hommes, Bangui se recule, les hommes Bangui se reculent. Maintenant, nous voulons que madame Catherine Samba Panza soit présidente de la République centrafricaine. On va voir comment les femmes vont tenir ce pays riche, petit pays qui est riche, que tout le monde est au courant. Bangui souffre. Il faudrait que madame Samba Panza soit présidente, mais pas par intérim, elle sera votée présidente de la République centrafricaine. Parce que nous, les femmes, nous savons gérer. Merci, Lydie. Merci, madame. Je vous ai vu faire une mimique qui est peut-être celle de beaucoup d'entre vous. On entend dire que, bon, pour la transition, OK, on va s'accommoder, pratiquement, dirait-on, d'une dame. Mais après, rien n'est moins sûr. Mais pour en revenir à la crise sanitaire et à l'impact des femmes par rapport aux questions sociales, hein, on attend beaucoup des femmes. J'en voudrais pour preuve une téléspectatrice qui nous disait il y a quelques jours, mais ça n'est pas parce que c'est une femme à la présidence du Centrafrique qu'elle va allaiter tout le monde. Hein, on attend beaucoup des femmes qu'elles aient comme cela sur le cœur sur la main et des atouts qu'il faut pour gérer des situations de santé parce que cela se rapporte à la famille. Oui, mais c'est une expérience importante que nous tentons. Si ça marche, Dieu merci. Si ça ne marche pas, bon, ben, on trouvera un moyen d'arranger ça. Mais pour le moment, le temps est tel qu'elle a pu facilement accéder à cette fonction, haute fonction. Je crois qu'elle aura le soutien qu'il faut, le courage qu'il faut, et elle pourra user le don qu'ont les femmes pour calmer les choses. Si c'est ça, ben c'est tout ce que nous attendons. Mais ce que je voulais dire, je voulais rebondir sur le point que ma collègue de Côte d'Ivoire a lancé tout de suite. Mais on parle de guerre des religions, disons le mot. Les chrétiens contre les musulmans. C'est peut-être ça, mais c'est ce qu'elle a dit et que, à mon avis, c'est très vrai. Qui est-ce qui est derrière ces gens-là? Il y a des mains extérieures qui poussent à ces guerres, à ces troubles, pour des intérêts certainement inavoués. Ceux qui sont venus à la Seleka, mais ils étaient armés comme on n'a jamais vu. Très armés. Qu'est-ce que ces gens-là ont comme moyen pour avoir un armement aussi sophistiqué, aussi important? Tout le problème, c'est là. Ça vient un peu d'ailleurs, c'est de l'extérieur
qu'on fait faire des troubles. Alors, on entend bien, et ça n'est un secret pour personne, tant en Centrafrique qu'en Côte d'Ivoire et partout ailleurs où malheureusement il y a des troubles analogues. Mais j'aimerais assez que l'on revienne sur un point que soulevait Madame, parce que quand il y a la crise sanitaire, ce que l'on ne voit pas toujours venir, c'est qu'il peut y avoir des pandémies. Vous avez évoqué la diarrhée des enfants, la malnutrition et tout cela. On peut tranquillement, lentement, mais sûrement s'acheminer vers des situations sanitaires difficiles à gérer, de pandémie par exemple. Et médicalement, quels sont les moyens de pouvoir en tout cas éviter cela? Mais madame, on a frôlé de très peu d'avoir des cas certainement de choléra, puisqu'on a découvert des corps qui se décomposaient complètement en pleine nature. Des corps qu'on a trouvés dans des caniveaux, des fosses. Et ça, c'est des prédispositions, c'est la préparation au terrain de choléra, par exemple. Et si cela continue, il y a un jour ou 2 jours en Centrafrique, il y a eu plus de 100 morts. À cette allure-là, heureusement que ça ralentit un peu, à cette allure-là, le choléra n'était pas très loin de nos portes. Ouais. Et encore, après l'élection de la présidente actuelle, juste peu, il n'y a pas hier, pas plus longtemps qu'hier, 15 morts. J'espère qu'on va arrêter ça tout de suite pour commencer à freiner la venue de choléra. Et d'autres pandémies aussi. Et d'autres pandémies, les diarrhées. Puisque la diarrhée, il faut de l'eau. C'est la maladie, c'est ce qu'on appelle la pathologie hydrique. Donc, c'est de l'eau et de l'eau potable. Or, à ce que nous sachons, l'eau qu'ils consomment, c'est tout fait pour amener à ces maladies-là. Vous allez revenir après notre téléspectateur de Toulouse sur justement le pont sanitaire, comme on dit souvent. Y a-t-il moyen de faire quelque chose? Madame a évoqué le cas de la Côte d'Ivoire où tous les accès étaient coupés. On ne pouvait pas, quand bien même on en avait les moyens, envoyer quoi que ce soit parce que cela n'arrivait pas à destination. Monsieur, c'est à vous. Pardon pour l'attente. Pardon pour l'attente, pardon pour ce que ça a été beaucoup trop long. Alors justement, vous disiez que en tant que pharmacienne de profession, on n'envoie pas les médicaments comme on voudrait. Mais quand les moyens formels ne permettent pas de le faire, faut-il ne rien faire? Faut-il néanmoins que chaque ménage fasse un baluchon? Je parle là de la diaspora, pour acheminer comme on peut. Que faut-il faire néanmoins? Il y a les associations sur place, elles ont des besoins et elles sont toujours preneuses. Oui, je pense que même les associations, parce que ici même j'ai essayé d'aider une association pour faire partir des affaires pour la Côte d'Ivoire. Et les médicaments, on n'a pas pu parce qu'il faut demander des autorisations auprès du ministère de la Santé sur place là-bas. Et maintenant, ça dépend donc des dirigeants, de la préoccupation qu'ils ont pour le peuple. Oui. Sinon, je pense qu'on pourrait y arriver, mais en faisant démarche qui soit assez longue. Et pas mais toujours pourquoi facile. n'y a-t-il pas de raccourci à ce moment-là, quand on sait que l'heure est grave? Mais parce que ça dépend de comment est organisé le système de la protection sanitaire dans le pays en question. Quand vous avez des syndicats qui sont très costauds dans certains pays au niveau des médicaments et tout ça, on ne fait pas rentrer n'importe comment parce que déjà, il y a des trafics qui se font sur le pays lui-même. Parce que le cas de l'Afrique, il est dramatique déjà au niveau automédication. On trouve des médicaments sur le marché, on ne sait même pas la provenance. Oui. Et malgré même toutes ces surveillances du territoire, cela n'arrête pas le fléau. Donc, je pense que c'est tout ça qui n'assouplit pas. Voilà, c'est ça. Monsieur à Paris, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. En fait, je m'appelle Gazi Kel, je suis d'origine centrafricaine. Oui. Je suis introduit sur votre émission en direct. Je voulais juste intervenir au sujet de ce que monsieur venait de dire tout à l'heure par rapport au sujet de la présidentielle. C'est pas question, moi, en tout cas de ma part, c'est pas question d'être une femme ou pas. En tout cas, personnellement, je pense que c'est une question d'être conscient et de bien aider le pays pour que le pays puisse avancer, quoi. Parce qu'il y en a trop, quoi. Ils ont trop fait pour la Centrafrique et tout. À cause de gens qui sont même pas incapables, ils n'ont même pas de projet politique. Ils viennent comme ça, ils font des coups d'État pour être président et tout. Donc voilà, je voulais intervenir pour ça, quoi.
Merci, monsieur. Alors, aujourd'hui, on a décrit et on a entendu ce qui est. Que peut néanmoins faire chacun? Parce que Madame à Bordeaux lançait un appel et disait au moins 10 €. Que dit le médecin au regard de tout ce qu'il y a et de tout ce qui ne va pas? Que peut faire chacun néanmoins? Bien, bon, pour collecter 10 €, il y a pas mal d'associations qui pensent à Centrafrique, qui s'organisent. Et ils font des collectes, certainement. Mais le problème a été déjà précisé au départ, c'est la destination finale. Comment ça doit arriver là-bas? Mais néanmoins, ça ne va pas, vu la situation qui prévaut actuellement, ça ne va pas décourager. On essaiera de le faire. Collecter des médicaments collectés, on peut l'envoyer à Bangui, ça peut arriver. Mais le problème, c'est le transport. Souvent, quand on a suffisamment de kilos, le transport pose des problèmes. Et si on peut faire des démarches telles que des bonnes volontés puissent accepter de prendre ces colis à destination de Centrafrique, je crois que ça se fera facilement. Pardonnez-moi, c'est une question de bonne femme, hein. Les enfants sont donc là, vous parliez des diarrhées, on voit des cartons de sel de réhydratation. Quand on n'a pas cela sur place, qu'est-ce qu'on peut faire néanmoins? Est-ce que les mamans peuvent concocter quelques breuvages que ce soit pour pouvoir quand même pallier à ce qui se passe sur place? Les solutés de réhydratation sont composées de sucre, de l'eau et un peu de sel. De l'eau bouillie, du sel, mais ce qui pose le problème, c'est les proportions. Une mère qui n'a aucune formation ne saurait pas équilibrer ses proportions pour donner un soluté de réhydratation correcte. Mais il en existe dans les hôpitaux qui sont vendus à bas prix. Ils peuvent aller s'en procurer. Mais le problème qui se pose en ce moment, c'est le déplacement, c'est la circulation. Mais comme le calme va venir, ils peuvent trouver dans les dispensaires, les hôpitaux périphériques, des solutés de réhydratation. La question du prix des médicaments, hein, on sait que quand la vie est normale, on n'a pas toujours de l'argent, mais pire encore quand elle est pas normale du tout, l'argent fait cruellement défaut, mais les besoins de médicaments sont là. Y a-t-il des moyens d'envisager la gratuité des soins en situation de crise sanitaire? Bon, je pense que déjà chacun... parce que tout à l'heure, vous avez posé la question pour savoir comment chacun pouvait agir malgré les difficultés qu'il y a. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, il existe ce qu'on appelle des centres médicaux de quartier. Et ces centres-là peuvent s'approvisionner chez les grossistes parce que normalement, ce sont les pharmaciens privés et les pharmaciens qui ont droit à être approvisionnés. Quelqu'un qui veut aider donc, dans son pays peut passer par ces centres-là pour pouvoir accéder à des soins pour la population, puisqu'ils peuvent être livrés par les grossistes, comme si c'était des pharmacies et des médicaments d'usage habituel, quoi, qui peuvent calmer des problèmes de diarrhée ou voilà, dans les catastrophes. Maintenant, l'autre volet de la question, c'était quoi exactement? Juste savoir la gratuité des soins, parce que voilà, quand ça coûte cher, voilà, oui. donc au niveau gratuité, je pense que c'est là que ça peut se faire, parce que la gratuité devrait dépendre de la politique interne, même intérieure du pays, donc le ministère de la Santé. Moi, je sais que chez moi, il existe une pharmacie de la santé publique, et même ces médicaments qui sont là-bas ne sont pas gratuits. Et quelquefois, même la répartition de ces médicaments peuvent être détournés, les contrôles sont souvent difficiles. Donc, c'est à ce niveau seulement qu'on pouvait soigner les gens gratuitement. Donc, tout dépend d'une volonté politique à l'intérieur du pays. Mais quand la politique va de travers, voilà, si on attend sa volonté, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, donc c'est difficile. Donc, c'est maintenant au coup qu'on arrive à aider les gens. Pour compléter sur ce point de la gratuité des médicaments, avant de terminer... Oui, madame, je dois vous dire qu'il y a les Médecins sans frontières qui ont des moyens pour assister en première ligne tous ces petits-enfants. Mais à un moment donné, ils étaient obligés d'arrêter leur mission. Et pourquoi donc? Oui, parce que
il y avait beaucoup de risques. La guerre sévissait un peu partout et ils ne pouvaient pas exposer leur vie pour aller faire ces missions-là. Mais avec le calme, eux, ils sont en première ligne, ils ont des moyens, ils peuvent faire. Ils arrivent à opérer. Ils vont dans les zones rurales, ils ne restent pas que dans les villes. Dans les zones rurales. Ils y vont, mais à un moment donné, ils s'en sont abstenus. Je voudrais vous remercier d'avoir accepté de participer à cette émission. Avons-nous le temps, Régie, de voir SOS Paix en Centrafrique? C'est la mobilisation des artistes de la diaspora africaine dans son entité qui se sont mobilisés. Quelques images peut-être avant la fin de cette émission, en vous remerciant d'avoir accepté encore une fois de participer et en souhaitant bon courage aux populations qui en ont grand besoin. Vous terminerez cette émission en allant sur le site www.bangiewood.com pour continuer à voir ce clip que vous ne verrez peut-être pas cette fois-ci ou pas en entier. Je voudrais encore une fois remercier M. Sosten Gembi pour la mise en relation et très bonne continuation. Au revoir. Des cœurs rudes, assoiffés du pouvoir, pour boire. Cessez le feu, jetez les armes. Il y a trop de sang et trop de larmes. Tout ce que l'on réclame, c'est la paix en Centrafrique. En Centrafrique, ensemble, au Centrafrique. J'espère la paix bientôt pour mes frères Bantou, Brazzaville, Bangui, dans le même bateau, c'est la même partout, donc on représente. Je lance un message de paix, faut que les refrains le sentent. Plus de tirs, plus de larmes, plus de cris, plus de larmes. On est démunis, ça fait zarbi, faut que la paix s'habille. Pour le Centrafrique, je prie, Tatan Zambi. Adjo, Manou Mayose, il y a trop de sang et trop de larmes. Tout ce que l'on réclame, c'est la paix en Centrafrique. Au Centrafrique, ensemble, au Centrafrique. Vos bacs qui claquent dans un éclat de